Le Niger est le pays le plus pauvre selon les statistiques des Nations Unies sur l'index de qualité du développement humain dans le monde. Le Niger occupe la dernière place, quelquefois l'avant-dernière place, mais ça retombe sur la dernière place et ça reste là. Et en effet, qu'est-ce que ça représente dans la vie quotidienne? Ça représente que les gens sont obligés de vivre d'un revenu moyen par tête et par jour de 1,30 €, pas plus que ça. Le pays ne dispose pas de ressources vraiment très riches. Les seules ressources qu'il a, c'est le charbon, c'est le pétrole surtout, mais qui pour le moment s'exporte à des prix plus que faibles, et l'uranium qui ne permet pas non plus de donner des perspectives économiques encourageantes à ce pays-là. Alors la pauvreté est un phénomène général, et si je compare ce que j'ai vu il y a 30 ans et avec ce que je vois aujourd'hui, je constate que les jeunes à l'époque ont vécu de la même manière que vivent aujourd'hui leurs fils ou leurs petits-fils 30 ans plus tard. Alors ils portent les mêmes vêtements, ils portent les mêmes sandales en caoutchouc, ils poussent les mêmes brouettes pour traverser la ville et essayer de vendre alors les fruits et des légumes. Donc on peut dire qu'ils vivent exactement de la même manière que la génération de leur père. Une génération perdue alors. Le travail des missionnaires, c'est un travail d'évangélisation, comme on dit. Évangélisation directe, donc avec l'annonce de la parole de Dieu, évangélisation indirecte à travers les œuvres de charité, de solidarité, d'engagement avec la population, à chercher aussi de résoudre certains problèmes, même si nous-mêmes nous savons qu'on ne peut pas résoudre tout. Nous avons la grande urgence de tous les jours qui est la pauvreté. Pauvreté qu'on voit avec des gens qui se nourrissent toujours de la même manière, avec du mil, de la pâte et la viande, on la voit une fois de temps en temps, une fois par mois. Et aussi, manque d'école. Nous l'avons dans certains villages où il y a des centaines d'enfants, il n'y a pas d'école. Il faut tenir compte que le Niger, c'est le pays où il y a le plus de naissances au monde, 7,2 enfants par femme. Et donc, c'est même difficile pour le gouvernement de suivre un peu sous ce mouvement démographique. Bon, nous, comme missionnaires, bien sûr, on ne peut pas résoudre tous ces problèmes-là, mais on cherche d'aider la population et on a institué des cours d'alphabétisation. Cours d'alphabétisation pour les adultes ou bien pour les jeunes qui ne sont pas scolarisés. Actuellement, dans la paroisse de Makalondi, il y a 350 élèves de cours d'alphabétisation en 14 classes. Et ces classes-là ne sont pas toutes au centre, elles sont un peu éparpillées un peu dans la savane entre Makalondi et aussi Tchelikolo 2, où il y a à 42 km d'ici, il y a encore un cours d'alphabétisation. Aussi, nous cherchons d'aider les plus pauvres, surtout lorsqu'ils sont malades, pour qu'ils puissent se soigner. Il n'y a pas une organisation complète, mais à travers notre groupe Caritas, on cherche pour les urgences d'être présents, surtout pour les cas d'accidents, mais aussi pour les cas des enfants dont les mamans n'ont rien, parfois viennent ici pour qu'on puisse aller à l'hôpital. Et rien que pour une visite chez le docteur, il faut débourser quelque chose, même si c'est peu pour ceux qui vivent en Italie. Ici, c'est beaucoup. Il faut 1000 francs à peu près, et la valeur d'1,5 €. Aussi, nous cherchons en tout cela
d'être proche à tout le monde. Parce que quand je parle d'alphabétisation, aide aux malades, il ne faut pas penser que ce sont seulement des catholiques. Et il y a aussi des musulmans, il y a des gens qui viennent de partout et nous ne regardons pas leur religion, nous cherchons uniquement d'être proches, d'aider comme on peut, avec les moyens qu'on a, avec aussi les conseils de ceux qui sont proches à nous, parce qu'on ne veut pas se faire rouler. Donc, le groupe Caritas intervient surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui ont besoin d'une aide particulière. Quand on doit évacuer quelqu'un à Niamey, à l'hôpital de Niamey, là, il y a toujours des grosses dépenses qu'il faut faire. Ce jardin a été créé il y a 25 ans par nos anciens missionnaires. C'est un site de jardin qui est vaste et qui a à peu près 6 hectares. Notre mission ici, c'est d'abord de témoigner de l'Évangile, proclamer l'Évangile, mais aussi ce témoignage de l'Évangile est accompagné par des œuvres sociales, notamment notre présence au plus près des pauvres. Et la preuve est que voilà, ce jardin a été créé par nous, les missionnaires, et nous avons creusé au moins 20 puits afin que la population de Dogondouchi bénéficie. Le travail consiste à planter des salades, à aussi planter des légumes comme pommes de terre. Nous avons à notre côté les moringas et la tomate, ainsi de suite. Ces gens bénéficient davantage de ce jardin-là. Ces gens sont contents de travailler et bénéficier à partir de ce qu'ils récoltent dans ce jardin. Avant de créer ce jardin, les gens partaient à un autre village un peu loin. Ils disaient qu'avant cela, ils travaillaient là chez quelqu'un d'autre pour planter canne à sucre. Après avoir créé ce site de jardin, tous ils commencent à travailler ici. Il y a à peu près 250 personnes qui bénéficient de ce jardin et notre présence ici est une présence d'œuvre sociale auprès de ces pauvres. Et tout ce que vous voyez ici, tous ceux qui travaillent dans ce jardin sont des musulmans. Il n'y a aucun chrétien baptisé, mais ils sont tous dans notre charité chrétienne. Donc notre mission n'est pas simplement la mission de proclamation de l'Évangile, mais aussi la mission de témoignage de cette charité chrétienne auprès des plus pauvres de la population nigérienne. Nous sommes ici à Kankani, dans la frontière à 2 km avec la frontière de Burkina Faso. Dans ce territoire gourmanché, nous sommes confrontés à un grave problème de certification qui a déjà commencé beaucoup des années. C'est un problème politique à résoudre, mais que pour le moment, ils n'ont rien fait. Et aussi, c'est un problème de la pauvreté, que les gens ne trouvent pas une autre chose pour pouvoir vivre que couper les arbres. Cette taille abusive des arbres, comme vous voyez, est en train de produire une grave désertification dans la région, avec les conséquences que nous tous déjà nous connaissons. Et on devrait diminuer le prix, par exemple, à Niamey du gaz, pour que les femmes puissent se préparer avec du gaz. De cette manière, la vente de bois sera diminuée. Mais il n'y a pas de changement, il y a des intérêts aussi pour maintenir ce commerce de bois. Et pendant 8 mois, dans la région, il ne pleut pas. Et nos jeunes, ils ne trouvent une autre chose que partir pour couper les arbres. Vous voyez qu'on ne voit presque
même pas des arbres. Les gens, nous sommes dans la paroisse, c'est 1 kilomètre d'ici, et les gens disaient avant, nous ne voyions pas les camions passer à cause des arbres. Maintenant, nous voyons tout, jusqu'aux pneus. Les gens n'arrivent pas à comprendre les conséquences de la désertification. Et la terre qui deviendra chaque fois plus pauvre. Et l'unique, la base de l'alimentation, c'est les milles. Alors ça va changer aussi toute la manière de cultiver les milles. Nous voudrions chercher des opportunités aux jeunes avec des différents métiers, des petits métiers qui puissent travailler dans la région. Mais le grand défi, selon moi, c'est de pouvoir créer une école agricole, peut-être à Torodi, pour pouvoir retourner à la terre avec une autre mentalité, des autres instruments, et avec une autre manière de regarder l'unique richesse qu'ils ont, que c'est la terre. Ils n'ont pas une autre chose. La misère, ça avance, disons, à une vitesse alarmante. Et des fois, nous vivons cette impuissance de voir passer par jour 15 camions vers Niamey, dans la région Gourmantche. 15 pour dire un nombre. Et sans savoir comment fermer, arrêter tout ce qui se passe autour de nous. Et surtout en voyant les conséquences d'ici à... Je disais aux gens, d'ici à 15 ans, vos enfants devront émigrer pour chercher de nouvelles terres. Alors pour moi, c'était urgent de commencer une école agricole. Nous avons déjà des petites formations que nous avons initiées. Il y a 3 ou 4 sessions que nous avons faites, mais pour le moment, il me semble que c'est trop petit cette mesure pour pouvoir nous confronter à ce grand défi. Non? D'une manière paradoxale, les gens appellent ça projet. Ça, c'est l'anti-projet, mais ils l'appellent le projet parce que le gouvernement avait donné l'autorisation de couper les bois secs. Mais comme disait un prêtre d'ici, de Torodi, donnez-moi un hache que je vais te donner des bois secs. On coupe tout. Et nous avons obtenu cette année des microcrédits pour commencer des métiers, pour élever des agneaux et pour introduire les gens à l'alphabétisation, que sans éducation, on ne peut pas combattre la pauvreté. Alors cette possibilité de pouvoir éduquer un peu les gens, d'avoir un autre regard sur la réalité, une autre manière de lutter. Je suis arrivé ici en 2011 quand il y a eu la crise libyque de Libye qui a explosé. Alors, du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés avec des centaines, voire des milliers de personnes qui passaient et qui retournaient de la Libye en fuyant la situation de guerre. Cela a duré plusieurs mois. Et alors, en toute hâte, nous avons tenté de mettre sur pied un minimum de services migrants qui n'existait pas auparavant. Auparavant, il n'y avait que le service des réfugiés en relation avec l'HCR, le Haut-Commissariat pour les réfugiés. Alors nous avons commencé à situer ce type de service dans les différentes communautés ou paroisses, une assistance en termes de nourriture, des habits, un minimum d'hygiène, et puis dans la mesure du possible aider les gens à rentrer au pays, mais surtout avec des connexions avec l'OIM, l'Office des migrations internationales. Alors cela, ça a été le début un peu accéléré à cause de la crise libyenne. Après, il y aurait eu la crise aussi du Mali et du Nigeria qui se sont jumelés.
Alors nous avons tenté de mieux préciser notre service pastoral des migrants. Et cela s'est fait en faisant attention d'abord à l'accueil de ceux qui passent, même si depuis le début nous avons fait le choix de n'aider que ceux qui retournaient parce que le projet migratoire, pour quelque raison, n'a pas abouti. Alors on s'est retrouvé avec des personnes blessées, bien sûr, des personnes qui ont souffert de violences, des personnes que personne n'a considérées comme personnes, mais c'est devenu des objets d'exploitation, de refus et parfois aussi de mépris. Et moi, je les ai appelés bien souvent les invisibles, parce que personne ne les voyait tant qu'on n'a pas commencé à parler d'eux, ou bien c'est parce qu'il y a eu des personnes qui s'intéressent à eux. Alors, nous avons commencé ce type-là de service d'accueil pour les retourner, en offrant un lieu d'accueil, un lieu d'écoute, un lieu d'orientation et aussi un minimum d'aide selon les petits moyens que nous avons, du point de vue médical, du point de vue nourriture, du point de vue habits et surtout du point de vue relationnel. En tentant de mettre en contact ces gens avec des communautés nationales déjà existantes ici, du Libéria, de Guinée, de Côte d'Ivoire, de Nigeria, de Sénégal. Voilà, nous tentons toujours cela. Et il y a ces deux principes qui nous guident. D'abord, nous nous rappelons que toute personne a sa migration et que nous n'avons pas le droit de juger les biens fondés ou pas de ce choix. Nous respectons le choix de la personne. Bien sûr, on n'encourage pas, mais chacun fait son choix. Et voilà, c'est le second point qui nous accompagne. Nous pensons que le migrant en tant que tel n'est pas une victime. Il fait ses choix, plus ou moins corrects, plus ou moins réfléchis, plus ou moins pensés, plus ou moins fondés, mais il fait ses choix. Alors, ce faisant, il est le premier responsable de ça. Nous, on est là, en quelque sorte, pour aider, et surtout pour les personnes qui ont échoué ce type-là de projet et qui ramènent dans leur sac vide beaucoup de blessures, comme je disais avant. Alors, dans ce sens, je crois que notre service petit, nous assistons entre 35 et 40 personnes par mois, plus ou moins, et a sa validité, justement parce que nous sommes un peu en dehors des gros circuits et nous tentons de rencontrer la personne dans son individualité et nous valorisons son histoire pour que cette histoire-là ne se perd pas, engloutie dans le sable ou bien dispersée dans le vent. En Afrique, je pense que la migration est beaucoup liée à la pauvreté, le manque de débouchés pour la jeunesse. Tout cela occasionne un mouvement vers l'Europe. Et ce mouvement vers l'Europe, je pense que ce n'est pas la solution pour nos pays africains. Et le Niger est un pays central où beaucoup passent par les frontières nigériennes pour aller en Algérie et de l'Algérie pour continuer en Europe. Je pense que tout ce que nous pouvons considérer, c'est de voir comment, à travers nos structures, que ce soit de l'État comme des autres partenaires, comment asseoir des bases de telle sorte que tous ceux qui veulent aller en Europe puissent être découragés. Mais on ne peut pas décourager quelqu'un qui pense que l'Europe est la solution. Mais il faut des ouvertures au niveau de nos pays africains. Et je pense que l'Europe pourra contribuer en nous aidant à asseoir vraiment des structures qui pourront retenir la jeunesse. Puisque nous savons que c'est une jeunesse qui aujourd'hui, certains sont formés, certains ont des diplômes
et ils sont dans les pays, il n'y a pas d'ouverture. Et quand on est là et qu'il n'y a pas d'ouverture, on est exposé à tout. On pense, on rêve, on pense que la solution, c'est d'aller en Europe. Et ces différents problèmes doivent être traités, non pas seulement individuellement, mais traités au niveau des gouvernements, de nos États, afin qu'on puisse voir le problème à fond, le traiter à fond. Le traiter à fond veut dire quoi? Ça veut dire s'engager pour mettre en place des structures qui pourront accueillir la jeunesse pour que la jeunesse trouve des débouchés. Oui, ici, ce que nous faisons, la cellule qui accueille, c'est un accueil pour écouter ceux qui partent, un accueil pour les orienter, un accueil pour leur permettre de retourner chez eux. Nous n'encourageons pas pour qu'ils aillent en Europe, mais nous encourageons pour qu'ils retournent chez eux. Mais nous ne faisons pas plus parce que nous ne pouvons pas les garder ici pour faire des structures en n'ayant pas les moyens. Mais je pense qu'en travaillant avec les différentes ONG, en travaillant avec les structures de l'Église et en tenant compte de la volonté de l'État, nous pouvons contrecarrer la migration pour permettre à ce que la jeunesse aujourd'hui trouve une ouverture. Et cette ouverture ne viendrait pas seulement de quelques individus, mais c'est une volonté générale de nos pays africains. Voilà ce que nous pouvons dire sur la migration.